Et aujourd'hui, on est 450 et on fait plus de 200 millions d'euros. Qui est l'ICP, qui est le personnel chez vous? Alors, tu l'as dit, on a 5000 clients au niveau du groupe. Moi, j'en ai à peu près 3500 dans mon portfolio. Donc, ça va de la petite TPE de 3 personnes jusqu'à la multinationale de plusieurs milliers de personnes. La chasse pour nous, c'est encore une fois, c'est savoir vendre plus, faire de l'upsell, du cross-sell, identifier de nouveaux interlocuteurs. Quand on fait un rendez-vous terrain, le rendez-vous il commence dès qu'on arrive sur le parking du client. La vente, c'est de la méthode, c'est de la rigueur, c'est des process, c'est des outils. C'est une récurrence, donc de la méthode et de la méthode. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Vive la Vente vous est proposé par Up2, spécialiste de la vente et des commerciaux. 2 fois par mois, je reçois un ou une experte de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures pratiques commerciales. Si vous nous écoutez grâce à Apple Podcast ou Spotify, je vous invite à nous laisser une note et un commentaire. J'en profite d'ailleurs pour remercier Isaac et Jérôme qui nous ont laissé de nouveaux commentaires sur Spotify. Merci à eux. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi nous suggérer des invités grâce à ces commentaires sur Spotify ou sur Apple Podcast donc, ou même sur LinkedIn. Mais passons au plus important. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Galvin, Managing Director France et Benelux chez Itantia. Si vous ne connaissez pas encore Itantia, voici quelques informations avant de nous lancer dans les principales questions de notre épisode. Itantia est une entreprise française qui s'est imposée comme un acteur incontournable des solutions de communication, d'intégration et de services pour les intégrateurs eux-mêmes. Ils ont désormais 33 ans d'existence et 5000 clients à travers le monde puisqu'ils sont présents, comme indiqué mot pour mot sur leur site, du Maine-et-Loire à New York. Et commercialement, ce qui nous intéresse bien sûr encore plus sur cette émission, Itantia est également un modèle d'évolution dont on va tirer toutes les bonnes pratiques. Avec une croissance de 50% entre 2016 et 2021, une équipe de 70 commerciaux sous les ordres de Mathieu et de ses managers et un chiffre d'affaires également impressionnant de 200 millions d'euros. Alors, pour nous expliquer les stratégies, les méthodes et les secrets de vente derrière une machine commerciale aussi impressionnante, je vais poser à Mathieu les questions suivantes. Depuis 20 ans, comment avez-vous structuré et optimisé vos équipes commerciales pour atteindre une croissance et un chiffre d'affaires aussi impressionnant? Dans un marché technologique en constante évolution, quelles pratiques avez-vous mises en place pour assurer un service client d'excellence et rester au plus près de vos intégrateurs? Et enfin, avec une équipe de 70 commerciaux, comment est-ce que Mathieu fait pour les accompagner, lui et ses managers, pour optimiser la performance et fidéliser ses meilleurs collaborateurs sur le long terme? Voilà, cette introduction est terminée. Bonjour Mathieu, je suis ravi de te recevoir enfin sur Vive la Vente. Comment vas-tu et comment va Itantia? Bonjour Paul-Étienne, écoute déjà merci de me recevoir sur ce podcast. Je vais très bien, je suis bien occupé parce que nous sommes en fin d'année fiscale chez Itantia, donc on est sur la clôture de l'année avec une saisonnalité très forte. Donc on se projette au niveau du closing, mais c'est aussi pour les managers le moment où on anticipe l'organisation de l'année prochaine, donc 2025, et puis la période importante qu'on doit avoir aussi avec nos collaborateurs concernant les entretiens de fin d'année, etc. Donc on va dire que tout va bien, mais je suis très très occupé. Tu as une période bien dense, je lève un peu le voile sur les coulisses de ce podcast, on enregistre à peu près un mois quand la sortie de notre épisode, donc là on est mi-décembre, donc c'est vrai que là c'est finalement le dernier run, mais ça va nous permettre d'avoir des réponses encore plus intéressantes parce que tu prépares aussi la stratégie et les priorités opérationnelles de l'année prochaine, j'imagine. Oui, effectivement, et on est d'ailleurs tous réunis la semaine prochaine pour que je déroule la feuille de route 2025 auprès de toutes mes équipes commerciales. Est-ce que j'ai le droit de te demander quelles sont un peu les priorités de l'année prochaine en exclusivité? Oui, ça va être de continuer à créer de la valeur, à renforcer, et on y reviendra peut-être pendant le podcast, que la proximité avec nos partenaires, accompagner la transition parce qu'on est sur un marché qui est en pleine mutation, qui nous oblige à revoir nos process, à revoir notre go-to-market. Donc effectivement donner quelques grandes lignes de conduite d'activité pour nos commerciaux, mais la priorité restera vraiment la dynamique commerciale et la proximité, la relation client. Sublime. Avant de commencer à disséquer ta machine de vente et revenir sur tes bonnes pratiques commerciales comme on a déjà un peu commencé à le faire, j'aimerais qu'on revienne comme d'habitude sur le podcast, sur ton parcours. Et le tien, il est assez original pour une simple et bonne raison. Je le disais un peu de manière dissimulée dans l'introduction, Itantia, c'est la seule entreprise de ta carrière. Tu es arrivé il y a plus de 20 ans, en juillet 2004, si je ne m'abuse, et tu as gravi tous les échelons des métiers de la vente là-bas. Pourquoi est-ce que tu voulais faire de la vente déjà à la base? Alors effectivement, tu as raison, je suis chez Itantia depuis 20 ans. C'est
C'est assez rare désormais quand on regarde les parcours professionnels de chacun. Je vais peut-être faire sursauter les gens qui démarrent, on va dire, dans l'activité professionnelle. Surtout dans les métiers commerciaux où le turnover est assez fort. Évidemment, on a quasi 20% de turnover annuel. Donc en moyenne, c'est 5 ans sur un poste commercial. Et je crois que c'est même encore plus parce que j'ai lu certaines de vos études Absolument. qui le Vous avez confirment. Cette habitude. Comment ? Vous avez de la chance, d'habitude vous arrivez à les pérenniser plutôt bien, on va d'ailleurs en reparler. On essaye. Et donc j'ai effectivement commencé en 2004 pour prendre 2 ans après un poste de chef des ventes. Je m'en souviens très bien parce qu'en fait j'ai évolué assez vite dans l'organisation et finalement au bout de 2 ans j'ai pris la responsabilité de l'équipe dans laquelle je faisais partie. Et je me souviens très bien de la veille de ma nomination. La nuit a été assez complexe parce qu'en fait j'étais le plus jeune de l'équipe et le dernier rentré. Bon. Donc un premier gros challenge, on va dire. Certainement, en tout cas, je suis encore là. Donc ça s'est bien passé. Et puis j'occupe effectivement le poste de managing director France et Benelux depuis 2009. Ah oui, donc ça fait un certain temps aussi que tu occupes ce poste. Tout à fait, ouais, effectivement. Vous étiez combien de commerciaux quand tu es arrivé en 2004 et aujourd'hui la différence du coup ? Alors écoute, on était en 2004 au niveau de la boîte, au global 75 collaborateurs, je pense qu'on était une vingtaine de commerciaux, on est une boîte très 16, et aujourd'hui on est 450 et on fait plus de 200 millions d'euros, comme tu l'as dit. Donc effectivement la boîte a bien évolué, c'est aussi ça qui fait qu'au bout de 20 ans, je suis toujours chez Itensia. Voilà, j'ai évidemment eu, dans certains moments de ma carrière, je me suis posé la question à savoir... Est-ce que j'ai raison de rester ou pas ? Est-ce que je vais pas me mettre en péril par rapport à ma dynamique professionnelle ou même mon CV ? Mais finalement, systématiquement, de nouveaux challenges se sont présentés, on évolue, on se structure et j'ai pas du tout l'impression d'être aujourd'hui dans la même entreprise dans laquelle je suis rentré il y a 20 ans, effectivement. D'ailleurs, on s'appelait pas comme ça il y a 20 ans. Votre secteur, que ce soit le secteur ou votre proposition de valeur ou même votre activité, vos chiffres, votre organisation, tout en fait t'a donné les raisons de rester par une évolution, j'imagine, assez drastique. Effectivement, et puis il y a aussi l'état d'esprit de la boîte qui m'amène à rester. Même. Qui évolue en même temps. Et je voulais aussi te demander pourquoi est-ce que tu voulais faire de la vente à la base. Normalement, je dis comment est-ce que vous êtes tombé dans la vente, mais là, c'est plutôt pourquoi est-ce que tu voulais faire de la vente. Ma mère m'a toujours dit que je débordais l'énergie, que j'avais du mal à tenir en place. Et c'est vrai que à la suite de l'école de commerce, je me voyais pas forcément prendre un job dans lequel j'allais rester statique, dans un bureau, etc. Je recherchais vraiment quelque chose où j'avais besoin de contact humain, de dynamique. Et puis, finalement, la vente, c'est relativement grisant. D'une part parce que on a des déceptions, on a des victoires, et en tant que sportif, eh bien, c'est ça qui me fait avancer aussi. Et puis, j'avais aussi besoin de me retrouver dans un métier où c'est assez facile de mesurer sa contribution. Et je veux dire, dans la vente, il n'y a pas de secret. Soit on performe, soit on performe pas, mais en tout cas, on a la visibilité directe de son impact et sur ce qu'on apporte pour son entreprise. Donc c'est ça qui me motivait aussi dans le fait de m'orienter vers des fonctions commerciales. J'aime bien cette phrase, il n'y a pas de secret. Je crois que c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez d'autres invités du podcast. On peut pas arrondir les angles avec la vente. Soit ça réussit, soit ça réussit pas. Tu m'as dit quand on a préparé cet épisode que tu n'étais pas en fait le seul finalement à construire une majorité, voire l'intégralité de ta carrière chez Itensia malgré le turnover que tu évoquais. Tu m'as dit on est beaucoup à avoir grandi avec Itensia. Pour être précis, ce que j'avais pas mal aimé. Et surtout, ça veut dire que vous avez un turnover un peu plus faible que d'autres. On l'évoquait. Et ça m'intéresse en plus sur ce podcast d'en discuter. Quelles sont, selon toi, les clés pour pérenniser ses meilleurs collaborateurs ? Je commence avec une question pratique d'emblée. Si je prends notre codir, on est 80% du codir à avoir une ancienneté de plus de 10 ans dans la boîte et à être issu d'évolutions internes. Ça s'explique certainement par le mode de gouvernance de l'entreprise parce qu'on est une boîte familiale qui a 33 ans d'existence, tu l'as dit, et qui a été fondée par Yann Pinault qui reste le seul et unique actionnaire à date. Ça veut dire que on a des enjeux qui sont moyen long terme au niveau de notre business, mais c'est aussi un projet qu'on porte avec nos collaborateurs et où on favorise la prise d'initiative et la responsabilisation, ce qui permet de pouvoir s'engager dans des dynamiques d'évolution avec le groupe. Pour garder nos bons éléments, finalement, on ne peut pas systématiquement jouer sur le salaire, donc en parallèle de ce qu'on fait sur les salaires, on travaille beaucoup sur la formation de nos collaborateurs, mais pas forcément uniquement sur les méthodes de vente ou ce qui va servir, on va dire, à la fonction commerciale, mais aussi sur d'autres enjeux par rapport à l'épanouissement, au bien-être du collaborateur. On a d'ailleurs dernièrement, par exemple, monté tout un programme qui s'appelle Voltaire, je ne sais pas si tu connais, et qui vise simplement à permettre à nos collaborateurs de pouvoir se développer d'un point de vue vocabulaire rédactionnel avec une certification. Tout simplement afin d'être plus percutant aussi, donc ça va servir à la vente, mais finalement on sert aussi des objectifs personnels dans ce cas-là. On a aussi en place au sein de l'entreprise un programme qui s'appelle le programme Talent,
où en fait on va identifier les forts potentiels de la boîte, pour lesquels on va construire un programme particulier d'accompagnement, avec des perspectives aussi, un programme d'engagement dans la durée pour ces futures pépites, et donc qui seront du coup peut-être les prochains managers, les prochains, on va dire, grands leviers de l'entreprise en termes humains. Donc ça permet d'avoir un levier très tôt de pérennisation, parce que vous dites un peu à ceux que vous voulez garder le plus, le faisceau est sur vous, quoi. On veut vous garder. Exactement, et c'est quelque chose qu'on partage avec la direction des ressources humaines, avec les différents services de l'entreprise, et on engage vraiment des moyens auprès de ses collaborateurs pour les faire évoluer avec. Et ce que tu disais, ça concerne en fait l'ensemble des 450 salariés. Tout à fait, c'est quelque chose que j'applique pour ma part avec des revues d'effectifs, où je dois identifier et partager en tout cas mes meilleurs potentiels auprès de mon DG et de la DRH, mais c'est quelque chose qui est fait sur l'intégralité des services de l'entreprise, que ce soit la production, les RH, le SI, les achats, etc. Petite question impromptue, parce que comme nos éditeurs les plus habitués le savent, je partage les questions à l'avance pour que comme ça vous puissiez préparer vos meilleures réponses possibles. Mais la petite question improvisée, c'est quoi le point commun des meilleurs potentiels dont tu parlais? Si tu devais distinguer quelque chose, est-ce qu'il y a par exemple la curiosité, l'organisation, l'efficacité? En général, quand je le vois dans la méthode, enfin dans l'approche sur la méthode commerciale, c'est de l'organisation, de la préparation, et on va dire beaucoup de curiosité, de la recherche personnelle. C'est s'intéresser à la presse spécialisée de son environnement, travailler son écosystème, et effectivement avoir l'intelligence de savoir comprendre et faire interagir tous les leviers qui vont permettre d'avoir la bonne approche commerciale lors de la vente. Oui, c'est pas juste une fonction, une mission. Ils respirent un peu plus votre proposition de valeur, ils la vivent un peu plus. Ouais, et puis ils font un peu plus finalement que les autres. En termes d'approche. Ils ont de la valeur ajoutée. Je commence donc déjà un peu à diverger et à te demander tes bonnes pratiques, mais on va revenir à mon introduction plus habituelle sur ce podcast avec une question régulière importante. Est-ce que tu peux nous raconter quelle a été ta plus belle vente ou la plus importante à tes yeux? Pour Étienne, l'exemple que je vais prendre, c'est pas un succès personnel, mais plutôt une réussite collective, et c'est pour moi ce qui définit Itensia. Une de nos forces chez Itensia, c'est que tout le monde, et vraiment tout le monde, travaille pour un objectif: servir nos clients et la satisfaction de nos clients. Et c'est assez grisant au niveau de l'entreprise, notamment en période de closing, parce que tu vas te rendre aux achats, à la production, à l'ADV, tout le monde est en mode clôture. Et donc en tant que commercial, quand tu sais que tout le monde travaille aussi pour servir tes enjeux, c'est super intéressant. Donc c'est plutôt une réussite collective que je veux partager. Et en fait, l'exemple concerne un deal que nous avons gagné alors qu'on n'était pas du tout identifié et en amont sur ce deal-là. Et en fait, ça fait suite, c'était en 2016, donc ça remonte un petit peu. On est le 15 juillet et on fait un déjeuner, avec le directeur des achats d'une grosse boîte de services, mais avec laquelle on travaille à date sur vraiment un marché très spécifique de niche et un volume d'affaires relativement réduit. Le déjeuner se passe, et puis en fin de repas, je pose la question après avoir échanger à propos de diverses choses avec mon interlocuteur sur ses priorités. C'est quoi ses sujets chauds du moment? Et là, il m'explique qu'il a un sujet brûlant qui est de trouver un nouveau prestataire pour septembre. Donc on est le 15 juillet, sur la gestion d'un parc informatique d'un de leurs plus gros clients, qui est un énergéticien, que je ne vais pas citer. Mais donc il a un enjeu relativement fort avec une consultation qui est déjà sortie. Urgente. Hyper urgente. C'est-à-dire que la qualité de service est déplorable sur son prestataire actuel, il est mis en balance par son client, donc il faut absolument qu'il trouve une solution transitoire et de repli. Okay. Et c'est quoi, si tu peux donner une idée du volume justement d'affaires que ça peut représenter? On dit quoi, le nombre de postes, le nombre d'unités? Alors là, il s'agissait de gérer annuellement 20 000 PC par an en termes d'asset management, etc. Ça laisse peu d'idées sur qui pourrait être cet énergéticien. Merci. Et du coup, il me dit, mais bon, ça c'est une prédème, mais c'est pas pour vous. Évidemment, moi, quand on me dit ça pique ma curiosité, ça me gratte un peu, et justement, je me dis pourquoi? Et il m'explique, je dis mais j'aimerais quand même recevoir la consultation à l'issue du repas, si ça te dérange pas, ne serait-ce que pour voir et pour apprendre, mais j'aimerais quand même l'étudier. Ah, c'est pas pour moi? On va voir. C'est le côté compétiteur. Exactement. Et du coup, au final, on a gagné le dossier, parce que sinon j'en parlerai pas. Ça s'est traduit par un contrat de plusieurs millions d'euros sur plusieurs années. Et on l'a gagné parce qu'on a été capable, en fait, au niveau de mon entreprise, de mettre en œuvre une équipe projet. On est, rappelez-vous, le 15 juillet. Il faut répondre pour septembre. De se mettre en mode agile, sans peur, et de construire une offre sur mesure,
afin de gagner un projet sur lequel on n'avait à date aucune référence. Donc, désormais, en fait, ce client, il fait partie de notre top 5. C'est une référence. On a continué à gagner des deals avec lui. On est devenu aussi une boîte référente pour eux. Et c'est cette notion d'agilité qui leur plaît beaucoup chez nous. Et ça, finalement, résume sur cet exemple-là qu'au niveau du business, ça montre plusieurs choses. Qu'il faut être curieux et opportuniste, que rien n'est jamais perdu ou acquis, que l'agilité, c'est un facteur essentiel pour une entreprise, et que la force du collectif permet de faire de très très grandes choses dans le terme de business. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a cette question au début, quels sont vos enjeux en ce moment, et puis ensuite cette fameuse date du 15 juillet où ça veut dire que tu as mobilisé toute une équipe projet pendant le mois d'août également. Donc exactement. C'est un peu tout à fait. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et dans le cœur de cette machine de vente aussi performante, peu importe la saison. Est-ce que tu saurais résumer la proposition de valeur d'Itantia aujourd'hui? Et d'ailleurs, comment est-ce que ça a changé finalement ces 20 dernières années? Alors, comme je le disais, on s'appelait pas Itantia il y a 20 ans, on n'avait pas le même périmètre, on n'avait pas l'intégralité de ces métiers-là. On s'est construit dans la durée et on s'est aussi beaucoup construit du coup en créant, comme je viens de le partager dans l'exemple, des offres sur mesure en fonction des besoins clients. C'est aussi comme ça qu'on a grandi. On a une croissance qui a été très organique, peu de croissance externe finalement. Et en fait, nous sommes un grossiste à valeur ajoutée et éco-responsable, si je dois résumer Itantia, spécialisé dans la fourniture et la distribution de solutions technologiques, de communication, de collaboration, de sécurité et réseau d'entreprises. Et on accompagne nos partenaires sur un modèle indirect, tu l'as dit tout à l'heure, nous ne vendons pas directement au client final, mais au travers de partenaires intégrateurs, installateurs, donc sur un modèle indirect qui tourne autour de 3 piliers fondamentaux en termes d'offres et complémentaires. Donc le premier, c'est Itantia Technologies. Donc on est distributeur de solutions innovantes technologiques dans les environnements que j'ai cités précédemment. Le deuxième, il s'appelle Itantia Again et c'est notre ADN, c'est comme ça qu'on s'est construit en 91 à notre création. Et là, on est distributeur de solutions de seconde vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on met à disposition de nos partenaires des solutions qui permettent aux entreprises de réduire leur empreinte carbone. Donc, sujet assez dans l'air du temps en ce moment. Mais sur lequel vous aviez beaucoup d'avance, si je me trompe pas. Exactement, on est assez précurseur là-dessus. Et puis, le troisième pilier de notre activité, c'est Itantia Factory. Donc là, c'est notre branche services et conseils, un peu valeur, sur laquelle on s'appuie autour de 3 compétences majeures, une compétence logistique, une compétence technique et une compétence industrielle. Et finalement, la proposition de valeur d'Itantia, c'est d'être capable de lier ces 3 piliers pour amener une offre unique et différenciante sur le marché et qui nous permet d'accompagner nos clients sur l'intégralité de leur cycle de business. On avait compris un petit peu avec ton exemple de plus belle vente ce que vous faisiez d'un point de vue pratique, mais j'aimerais bien que tu nous donnes un autre exemple pratique. J'en avais trouvé un, grâce à notre discussion préparant ce podcast par exemple. Vous êtes le plus gros distributeur de casques Jabra en France, ça doit parler à beaucoup d'éditeurs qui sont des directeurs commerciaux. C'est ce genre en fait de technologie, c'est ce genre d'outils que vous distribuez via vos intégrateurs. Effectivement, on est très bien positionné, on va dire, sur le marché de la distribution de tous les produits d'écosystème, des solutions de communiquer, comme Microsoft Teams ou Google Meet, entre guillemets, ce qu'on va appeler les périphériques de communication, que ce soit les casques, les webcams, mais aussi, et c'est ce qui a aussi marqué notre croissance pendant la période Covid, toutes les solutions de visioconférence, donc pour équiper les salles de réunion ou ce qu'on appelle plus communément aussi les petites salles de réunion, les huddle rooms. Donc si je prends l'exemple par exemple d'un équipement de salle de réunion, on va vendre finalement le produit à l'intégrateur qui va le déployer chez son client utilisateur. Et l'idée de notre proposition de valeur, c'est encore une fois de lier nos différents savoir-faire pour le conseiller sur la solution à vendre, lui vendre cette solution en fonction du besoin client, mais aussi apporter des offres pour faciliter le déploiement de la solution et être en accompagnement aussi pendant toute la phase qu'on appelle nous la phase d'exploitation. Le moment où la solution va être utilisée et maintenue en conditions opérationnelles chez le client final. Et puis on est aussi là à ses côtés en fin d'usage via des offres de reprise et de reconditionnement, là pour aller alimenter notre métier de seconde vie. Donc ce qui vraiment nous permet d'amener une proposition de valeur complète pour nos clients. Et finalement, là où nos confrères s'arrêtent simplement au conseil et à la vente du produit, nous on va plus loin. On va essayer de réfléchir avec notre intégrateur sur sa façon de fonctionner, ce qui nous permet de nous intégrer dans son processus de fonctionnement. Et une fois qu'on est finalement, comme toute entreprise, en tant que partenaire intégré dans le mode de fonctionnement de son client,
on change un petit peu de relation. C'est là où on crée de la valeur, où on passe de la relation de fournisseur à partenaire. Et c'est beaucoup plus difficile, finalement, d'être challengé et d'être sorti parce qu'on fait partie intégrante des rouages du fonctionnement de l'entreprise. Exactement. Tout en faisant une vente indirecte d'une qualité très forte. Effectivement. Comment est-ce que vous êtes organisé commercialement parlant, justement, pour assurer de tels rouages? C'est une vente assez particulière, finalement. Mon organisation commerciale, elle évolue beaucoup, mais il y a des fondements qui ne changent pas. C'est qu'elle est organisée autour de 3 piliers, qui sont la proximité, la réactivité et la compétence. La proximité au travers de commerciaux terrain, voilà, qui visitent nos clients de manière régulière, mais on y reviendra. La réactivité avec un pôle de commerciaux sédentaires, et c'est vraiment des commerciaux sédentaires, c'est pas ce qu'on appelle un centre d'appel, il y a vraiment une relation unique et de connaissance entre le partenaire qui appelle et le commercial. Un partenaire qui appelle chez nous va tomber sur son commercial dédié. Et cette notion donc de commerciaux sédentaires sont les binômes de nos commerciaux terrain pour amener cette brique de réactivité. Et puis, tu l'as vu, on a 3 métiers, on distribue un certain nombre de marques sur des solutions technologiques. Nos commerciaux terrain ne peuvent pas, et généralistes ne peuvent pas être experts de toutes les solutions. C'est ce que j'allais te demander. Donc on a des pôles de compétences. Donc dans mon équipe commerciale, j'ai des pôles de compétences avec des commerciaux spécialisés par typologie de métier, typologie de marque, typologie d'environnement, sur lesquels mes équipes vont pouvoir s'appuyer lorsqu'ils ont besoin d'une compétence particulière afin de l'amener auprès de nos clients. Et quel est le rôle des commerciaux sédentaires pour les commerciaux terrain alors? C'est vraiment un rôle de teammate, de binôme. C'est de la prise de rendez-vous par exemple? Pas du tout. Ça peut, mais il y a une autonomie aussi des commerciaux terrain sur la prise de rendez-vous. C'est vraiment pas de l'assistant commercial, c'est vraiment un partenaire commercial. C'est pas leur BizDev par exemple? C'est vraiment un binôme commercial qui va travailler sur la construction du business plan avec le commercial terrain, qui va partager les enjeux, qui va travailler sur la relance de pipe, qui va aussi faciliter la prise d'ordre, etc. C'est vraiment une relation de binôme qu'on a. Les commerciaux sédentaires ne travaillent pas pour les commerciaux terrain, ils travaillent conjointement, vraiment. Ils travaillent avec. L'organisation dont tu me parlais me rappelle celle de notre prochain invité. Je fais un peu un teasing, on va recevoir le directeur commercial Field Sales de Planity, c'est une totale différente entreprise. C'est des spécialistes donc du booking et du salon de coiffure et de la prise de rendez-vous en ligne. Et finalement, Planity n'est pas notre prochain invité, mais c'était bien l'invité de notre dernier épisode. Donc je vous encourage à aller l'écouter quand vous aurez terminé celui-ci. En plus, il dure que 26 minutes. Bonne écoute. Et eux ont une organisation un petit peu où justement ils ont des bizdev et des commerciaux qui sont sédentaires, mais qui sont plutôt les assistants et les preneurs de rendez-vous des commerciaux terrain. Ensuite, ils montent en compétences. Toi, c'est différent. Comme tu le disais, ils travaillent absolument main dans la main. Et ensuite, il y a ces partenaires et cet ajout de valeur qui, eux, vont apporter l'expertise sur tout votre portfolio d'offres différentes. Effectivement. Et on est dans le monde indirect, donc la prise de rendez-vous finalement, elle est plutôt faite sur des contacts qu'on connaît la plupart du temps. Donc on n'a pas forcément ce besoin d'avoir de l'appel sortant pour aller générer du rendez-vous sur du prospect. Effectivement, c'est toute la différence. Pour revenir un petit peu sur l'organigramme de cette organisation commerciale très exhaustive, tu as combien de collaborateurs dans chacune de ces équipes? Comment est-ce que vous êtes organisé aussi commercialement en termes de collab? Alors, j'ai 70 commerciaux dans mon équipe. Moi, je travaille directement avec 5 managers, donc de proximité. Sur les 70 commerciaux, j'en ai la moitié sur le terrain. D'accord ? Je vous l'ai dit, j'ai des commerciaux généralistes. Donc, j'ai une quinzaine de commerciaux généralistes qui, eux, vont défendre l'intégralité de la proposition de valeur de l'entreprise. J'en ai l'équivalent qui sont des commerciaux terrain spécialisés, donc qui vont amener de la compétence technique sur des offres et des environnements afin de faire des démos, accompagner les commerciaux de nos clients en soutenance chez le client final, voilà, pour aller promouvoir la solution. Donc là, on arrive à une trentaine de commerciaux terrain. Donc, en commerciaux terrain général, j'ai des key account managers qui vont gérer les top logos de l'entreprise. Ils sont tous basés près de Paris, à Paris, dans nos locaux de Nanterre. Et puis ensuite, j'ai ce que j'appelle des territory account managers, donc qui sont basés régionalement pour aller amener de la présence locale auprès des moyens et gros potentiels régionaux. D'accord ? Ça va par exemple être en Belgique et au Luxembourg. Hein. En Belgique, Luxembourg, effectivement, j'ai une ressource basée à Anvers, mais j'ai aussi quelqu'un qui est basé à Nantes, une autre personne à Laval, Strasbourg, Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse. Ouais, vous avez vraiment tout le tissu national. Exactement. Et puis, l'autre pendant, c'est la partie sédentaire, où là, je dois aussi avoir des commerciaux généralistes, donc qui vont être les binômes de mes commerciaux terrain, et puis des avant-ventes spécialisés, qui vont être les binômes des spécialistes terrain, et qui eux sont là vraiment pour prendre de la demande entrante, générer aussi de la relance d'offres, mais surtout qualifier le besoin
préparer les configurations, faire le devis, etc. en fonction du besoin client et conseiller sur la bonne solution. Ces spécialistes d'offres et ces commerciaux du coup plus sédentaires qui sont les binômes, ils sont situés où? Alors, ils sont situés sur notre service commercial center qui est basé dans le Maine-et-Loire, près de Cholet, qui est le centre névralgique de l'entreprise. J'ai évoqué un peu en intro. Voilà, dans lequel on va retrouver voilà tout le centre administratif, notre centre de production, notre centre de reconditionnement et nos stocks. Pourquoi là-bas? Tout simplement parce que notre patron et fondateur d'entreprise, Yann Pinault, est originaire de cette région-là, qui a été une région qui a beaucoup souffert, fut une époque en termes d'emploi. Et donc, il avait à cœur de pouvoir aussi développer le tissu économique local en implantant son entreprise là-bas. Poster industriel, effectivement, je comprends. Plutôt se spécialiser dans le secteur tertiaire, dans le service. Qui sont vos principaux clients? Tu parlais des key logos tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous exprimer un petit peu qui est l'ICP, qui est le personnel chez vous? Alors, tu l'as dit, on a 5000 clients au niveau du groupe. Moi, j'en ai à peu près 3500 dans mon portfolio. Donc, ça va de la petite TPE de 3 personnes jusqu'à la multinationale de plusieurs milliers de personnes. C'est assez varié. En termes de clients, on va avoir des installateurs pure télécom, on va avoir des pure players du SaaS, on va avoir des opérateurs télécom, on va avoir des intégrateurs pure IT. C'est vraiment très varié. Et donc, j'organise aussi mon équipe commerciale et mes offres en fonction des typologies de clients qu'on peut avoir, parce que finalement, tous, suivant ce qu'ils font, ne vont pas avoir de velléité à aller choisir dans notre portfolio l'intégralité des solutions et voire même utiliser l'intégralité de nos services. Bien sûr, ils vont vous challenger sur des choses différentes, ils vont avoir des besoins différents, je comprends. Et si tu pouvais essayer de synthétiser, de nous dire quelles sont les étapes principales de votre cycle de vente, est-ce que tu saurais essayer de faire une petite généralisation là-dessus? Alors, étant sur le métier de la vente indirecte, j'en ai parlé tout à l'heure, on est beaucoup sur une approche en mode élevage. On fait peu de chasse de nouveaux logos finalement. On a un monde qui est fini en termes de nombre de logos à adresser. Et puis ayant déjà 3500 partenaires actifs en France, je pense qu'il nous en reste plus beaucoup à aller chercher. Donc on a beaucoup de business dans la vente indirecte, ce qu'on appelle nous en mode run rate, en mode récurrent, où là la finalité commerciale, elle va être vraiment de gérer la demande entrante et de travailler sur la fluidité, l'efficacité, la disponibilité. Du customer success en fait. Exactement. C'est combien de pourcents de votre chiffre d'affaires qui est en récurrent? Je vais dire que le récurrent doit peser entre 60 et 65% de notre business. Pour des gens qui évaluent le résultat, c'est très satisfaisant. Oui, alors c'est un business qui est malheureusement pas systématiquement orienté sur des contrats comme on peut l'être dans des modes SaaS en mode récurrent. Mais en fait, on a une relation day to day avec nos clients. Un partenaire intégrateur chez nous, il nous passe plusieurs commandes par jour, etc. sur l'intégralité de son business une fois qu'il a choisi son fournisseur finalement. Eh bien, tous les jours, il nous passe un peu de business, ou voire beaucoup de business. On a beaucoup de regrets. Pour autant, pour développer notre croissance et pour continuer à grandir, on doit sans cesse faire appel à de l'upsell et du cross-sell avec nos partenaires existants et faire grandir notre partenariat. Notre but, nous, c'est d'augmenter notre part de marché chez nos partenaires et de leur amener les outils et les leviers pour qu'eux-mêmes grossissent et vendent de plus en plus de nos solutions. Mais vous voulez les faire gagner autant que vous, finalement. Exactement. Donc la chasse pour nous, elle n'est pas forcément liée à un deal ou un client en particulier, mais plutôt à la recherche de nouveaux partenaires potentiels sur une nouvelle offre, un nouveau marché, une nouvelle solution à promouvoir. Sur ce point, on va dire le cycle de vente, il peut être assez long finalement avant d'engager le premier deal sur la solution ou l'offre à promouvoir. Et il est assez classique. On a une première étape qui va être l'étape de ciblage. Donc, on va déterminer quelles sont les cibles qu'on veut adresser avec cette nouvelle offre, etc. Donc, ça va passer par de la recherche au niveau de la connaissance du portefeuille, de l'analyse marché, de l'analyse client, de la recherche des outils de prospection aussi. Parce que malgré tout, on va quand même essayer d'aller chercher de nouveaux logos sur de nouvelles offres. Le travail avec le réseau pro. Ensuite, on va, une fois cette sélection faite, étudier plus en détail l'entreprise pour en connaître ses valeurs, ses ambitions, sa position sur le marché, sur l'offre qu'on veut promouvoir. Et puis, ça nous permet de définir l'angle d'attaque à adopter pour la prise de rendez-vous. On va ensuite travailler sur la phase de prise de rendez-vous. Une fois qu'on a la liste identifiée, elle est partagée au niveau des managers. Les managers vont piloter avec les équipes et s'assurer que les rendez-vous soient pris sur cette offre en question avec des points de passage réguliers. Donc, on va travailler sur la prise de rendez-vous. Une fois que le rendez-vous est pris, là, on va travailler toute la préparation du rendez-vous, évidemment. Le rendez-vous se fait. Donc, on est au rendez-vous numéro 1. Présentation de l'offre, présentation de l'entreprise, questionnement, on affine, on comprend les orientations, les enjeux pour le client sur l'offre en question. Ça nous amène donc à conclure l'entretien avec une to-do, des orientations à travailler pour engager sur un futur rendez-vous.
Donc on a déjà en fin de premier entretien, Toujours normalement, les next steps. j'impose à mes commerciaux de d'ores et déjà définir quel va être le prochain step. Bien sûr. Donc le prochain rendez-vous. Il faut crocheter le client. Exactement. Ensuite, rendez-vous R2, on vient présenter notre proposition, d'accord ? On vient l'argumenter, on répond aux objections. Quand ça se passe bien, on conclut directement à la fin du R2. Si c'est pas le cas, eh bien, on retravaille notre proposition et puis vient ensuite la phase de conclusion. Donc voilà, négociation commerciale si ça n'a pas déjà été fait pendant le R2, et puis conclusion du deal. Et c'est là qu'après, la phase la plus importante arrive, c'est la phase de lancement. C'est-à-dire qu'on a référencé l'offre chez notre partenaire. Il s'agit maintenant de faire en sorte qu'elle soit intégrée, adoptée par les équipes commerciales de notre partenaire, et c'est une phase super importante. C'est pas parce qu'on a contractualisé et dit OK, on va faire telle offre que derrière du business va se faire. Donc c'est là où l'engagement des équipes commerciales doit être encore plus fort en termes de présence. Donc on a des méthodes d'onboarding de nouvelles offres où j'impose aussi aux commerciaux de systématiquement avoir un point de suivi hebdo avec les directions commerciales et marketing de notre client pour nous assurer que l'adoption est faite, qu'il ne manque pas d'informations, que la formation est bonne. Et on va aussi essayer de les alimenter, pourquoi pas, avec de la génération de leads pour les alimenter plus rapidement à générer leur premier business. Pour être sûr que vous soyez poussé chez vos clients. Ouais. Exactement. Et une fois qu'on a fait la première affaire, il y a aussi dans les équipes commerciales du client du bouche à oreille. Ils voient ce qui se passe. OK, j'ai fait un beau deal, j'ai fait de la marge avec une nouvelle solution. Et donc derrière, ça déroule. Et puis ensuite vient la phase d'entretien du client, assez classique, où on va avoir des visites régulières pour s'assurer que tout fonctionne bien dans la durée. Parce qu'on se le disait, le succès de vos clients, c'est votre succès à la fin, et puis ça vous permet de pousser vos produits et donc de aussi faire parler de vous, j'imagine, et de à quel point vous pouvez les aider. Ça me rappelle le monde de la distribution. Ça me rappelle nos épisodes avec Nestlé Water et Coca-Cola qui doivent s'assurer que leurs produits sont bien présents. Si par exemple, ils vendent à Leclerc, que leurs produits soient bien présents dans les rayons Leclerc, parce que sinon, ça laisse trop de stock et l'année d'après, on va pas recommander chez eux. Ça me rappelle un petit peu ça. Une dernière question organisationnelle. Je voulais savoir si c'était tes commerciaux qui gardaient donc leur portfolio client et qui s'assuraient du coup de la pérennisation du panier moyen et donc ensuite de l'upsell et du cross-sell. Une fois qu'ils les ont convaincus et qu'ils ont fait ce lancement, c'est eux qui vont dans les mois, dans les années à venir garder leurs clients. Tout à fait. Okay. Effectivement, on n'a pas dans mon équipe commerciale des commerciaux pure chasse qui vont lever l'opportunité et ensuite la passer à un éleveur. Encore une fois, on est dans le métier de la vente indirecte, donc on est vraiment sur des profils commerciaux qui sont effectivement des profils plutôt éleveurs et culture à la base en termes de culture, mais voilà, qu'on amène à travailler de plus en plus sur cette notion de chasse. Et puis la chasse pour nous, c'est encore une fois, c'est savoir vendre plus, faire de l'upsell, du cross-sell, identifier de nouveaux interlocuteurs chez les clients. Un coach, un détracteur potentiel, etc. Exactement, travailler l'écosystème global parce qu'on est aussi très en lien avec les éditeurs que nous distribuons et eux aussi sont prescripteurs et ont la main sur l'orientation de certains deals et de certains business. Donc effectivement, nos commerciaux sont responsables de leur portfolio, de l'onboarding jusqu'au suivi. Ouais, c'est mieux d'avoir la même tête pour identifier des potentiels levées de croissance chez ses clients. Et finalement, ce turnover très faible que vous avez chez vos commerciaux, il s'explique aussi par le turnover très faible que vous avez chez vos clients. En fait, ça se rejoint. C'est dans les métiers de la chasse qu'on peut voir des gens. On a peu de churn. Effectivement, on a des clients plutôt fidèles. Je traduis évidemment, c'est un taux de roulement de clientèle. Oui, pardon pour l'anglicisme. C'est normal. Bon, maintenant qu'on a un bon aperçu un petit peu de toute votre machine de vente, on va passer à nos questions un peu plus profondes. On va vraiment ouvrir le capot de votre machine de vente. Vous évoluez dans un marché en perpétuelle mutation. C'est un secret pour personne. La technologie, ça change tout le temps et ça change vite. Comme les besoins de tout le monde, y compris de vos clients, on en parlait. Et une autre raison pour laquelle les choses peuvent changer, les prix. Je pense que tout le monde le sait en ce moment et j'aimerais qu'on se penche sur les évolutions sectorielles que vous pouvez traverser avec une phrase que j'aimerais que tu nous expliques parce qu'on la comprend pas forcément si on est un peu étranger à toutes ces expressions-là. On est en train de passer ou on est déjà passé d'un modèle CAPEX à un modèle OPEX. Cela signifie quoi et surtout, cela signifie quoi pour vous? Alors, ça signifie qu'on passe d'un modèle de vente transactionnel où on vend des solutions physiques que nous on appelle on-premise, donc qui sont installés en dur chez nos clients, vers un modèle plutôt engagement, avec une approche à l'usage, donc beaucoup plus à la disponibilité, et des solutions qui passent d'un modèle hardware, donc physique, à un modèle cloud et software. Ça engage le récurrent finalement. Ça engage le récurrent. Le revenu, il est donc lissé dans la durée, il n'est pas one shot. Donc le CAPEX, c'est vendre one shot, l'OPEX, c'est vendre en mode abonnement. D'accord ? Donc le revenu, il est lissé dans la durée. Et ça a un impact très fort pour un grossiste tel que nous,
qui sommes sur un business model où on achète du matériel, on le stocke et on le distribue. Et quand on passe dans un modèle où on est dans un modèle transactionnel sur des matériels physiques à un modèle où on est dans un modèle récurrent avec des notions d'engagement, tu te doutes bien que c'est un changement de business model et de paradigme pour nous en tant que grossiste. Mais vous le réussissez plutôt bien en fait avec ce revenu récurrent très... On réussit, mais ça nous oblige à nous adapter. Évidemment parce que voilà, la philosophie d'un grossiste et d'un distributeur, encore une fois, c'est de faire la logistique, c'est de stocker du matériel, etc. Donc ça nous oblige à étendre notre champ d'action en termes de portfolio de distribution, d'accord, pour continuer à promouvoir des solutions qui ne se virtualiseront pas, donc qui ne pourront pas devenir ou aller dans le cloud. Et ça nous oblige aussi et surtout à vendre plus de services et plus de valeur. Parce que le business étant lissé dans la durée, moi mes commerciaux ils sont là tous les jours, nos charges restent les mêmes, donc ça veut dire qu'il faut qu'on vende plus et qu'on génère plus de valeur. Et qu'on vende mieux donc. Et qu'on vende mieux pour continuer, entre guillemets, à exister et à dégager de la rentabilité. Bah c'est parfait, tu l'as très très bien expliqué. Tu avais quelque chose à ajouter sur ce modèle ? Simplement qu'on a la chance, nous, chez Itensia, avec nos 3 piliers d'activité, de pouvoir le faire de manière plus sereine. Encore plus le 3e pilier, hein. Exactement, tout à fait. Et sur lequel, du coup, on s'engage de plus en plus, effectivement, sur ces dernières années avec nos clients. C'est plutôt ça qui porte la croissance du coup. À devenir le partenaire stratégique Exactement. Et à renforcer ce revenu récurrent si fort dont on a abondamment parlé et qu'on va continuer d'explorer pour en avoir toutes les bonnes pratiques. Puisque dans ces conditions de marché que tu évoquais, d'ailleurs mieux que personne, parce que finalement c'est des termes très direction financière que tu as réussi à traduire sur les méthodes de vente et c'est finalement quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de structures, cette nécessité de plus faire de la vente one shot, mais justement de générer un revenu qui soit beaucoup plus régulier. Et dans ces conditions marché-là, la valeur de votre offre, comme beaucoup de gens, elle passe notamment par la qualité de votre service. Et j'aimerais qu'on creuse ensemble un peu les méthodes que vous avez mises en place pour être les meilleures possibles en la matière. Alors comment faire pour assurer la meilleure relation client, le meilleur service possible ? Alors concernant la relation client, notre organisation commerciale, c'est la meilleure réponse. On a une vraie relation de proximité avec nos clients et c'est une approche fondamentale pour notre entreprise. La relation client, c'est le nerf de la guerre dans la vente indirecte. On a donc en place un certain nombre de KPI, donc d'unités de mesure, qui vont nous permettre de mesurer le suivi de la relation commerciale. On va mesurer les rendez-vous, on va mesurer les appels avec des indicateurs précis par typologie de client. Mes commerciaux, j'ai en moyenne entre 40 et 200 comptes par portfolio, évidemment accompagnés avec leur binôme commercial sédentaire. J'attends 50% de l'appel sortant pour mes commerciaux sédentaires. D'accord ? Et 8 rendez-vous physiques par semaine pour mes commerciaux terrain. Ah oui, c'est pas mal. Donc et ça a même réduit ce que nos KPI il y a encore une quinzaine d'années étaient 12 rendez-vous par semaine. Avant Covid, j'imagine. Ouais. J'attends en fait que mes commerciaux appellent à minima chaque semaine leurs top 15 clients pour leur partager une info, une question, un sujet, une nouveauté. Et c'est ce qu'attendent en fait nos clients de nous. La relation commerciale, c'est pas juste être sympa, répondre rapidement. Être là quand on en a besoin, c'est anticiper finalement. Être là quand on a besoin, ça c'est le b.a.-ba. Mais ce qui va faire la différence, et c'est pour ça que j'incite mes commerciaux à faire cela, sur leurs top clients, c'est que les patrons de nos clients, ils attendent de nous qu'on les fasse réfléchir, qu'on les challenge, qu'on leur ramène aussi des réflexions qui leur permettent eux-mêmes de se remettre en question pour évoluer. Et je veux dire, un commercial qui vous appelle au-delà de simplement pour un deal en particulier, etc., mais simplement pour vous partager une info qui peut vous aider à grandir, et ben c'est ce qui fait la différence par rapport aux équipes commerciales de nos concurrents. Et ça impose aussi à mes commerciaux de devoir se renseigner, être connectés au marché, comprendre, anticiper, pour justement être en mesure de pouvoir fournir cette typologie d'informations qui sont assez précieuses à nos principaux clients. Pour la partie service, c'est pouvoir s'appuyer sur une organisation et des opérations fiables et solides. On est un industriel, on fait beaucoup de logistique. Par chance, c'est un point sur lequel Itensia, en termes de qualité de service opérationnel, on est excellent. Et là-dessus, on a aussi des métriques, des indicateurs précis, avec des attendus en termes de délai de réponse, de suivi de qualité. Par exemple, on a des engagements forts sur de la disponibilité matérielle et de la gestion SAV, que nous suivons par client.
Et en fait, on a des alertes, par exemple si je prends la gestion SAV, qui nous sont remontées directement au niveau des équipes commerciales et qui nous permettent d'anticiper et de suite arriver avec des solutions palliatives et correctives auprès de nos clients avant même finalement que l'insatisfaction soit émise par le client. C'est ce que je disais dans l'anticipation avant. Exactement. Et en fait, on se rend pas compte. Effectivement, on parle des méthodes de vente, de la fidélisation client par la relation commerciale, etc. Mais la relation commerciale, elle n'est pas et la relation avec son partenaire, elle n'est pas reliée uniquement à l'équipe commerciale. Et si je prends l'exemple d'un SAV, on minimise trop souvent l'importance de la gestion d'un SAV dans la relation et la fidélité client. Un SAV bien géré, c'est souvent un outil de satisfaction client super fort et le client est encore plus fidèle si un SAV est bien géré que si le SAV n'avait pas eu lieu. On a tous fait l'expérience personnelle d'un produit qu'on a acheté où on a eu un problème dessus. Si le fournisseur qui nous l'a vendu gère super bien le retour matériel, l'échange du produit, etc., finalement, la fois d'après, on se pose plus trop la question à savoir où on va acheter le même produit. On va directement y aller parce qu'on sait qu'on va être bien suivi aussi quand on a un problème. Incarner une évidence dans l'esprit client aussi, je comprends. Exactement. Et puis, en termes de service client, on a aussi évidemment des enquêtes de satisfaction régulières qu'on mène auprès de nos clients sur des thématiques particulières ou plus générales, tout simplement pour recueillir l'avis et puis faire évoluer nos process et nos outils en fonction du retour client. Pour être sûr de bien suivre la température. Très bien expliqué. Encore une fois, merci beaucoup. Vous êtes dans un métier d'élevage, donc, qui repose sur la qualité de relations commerciales, tu l'as parfaitement bien résumé, mais aussi sur vos connaissances donc techniques. Tu parlais tout à l'heure de curiosité, de lire les magazines spécialisés, de connaître les enjeux de vos clients, voire les enjeux des clients de vos clients. Comment est-ce que vous faites pour comprendre quelle est la carte de fonctionnement de vos clients ? C'est une expression que je t'ai piquée. Alors chaque client est différent et particulier. Je l'ai dit tout à l'heure, on a une typologie de clients très variée, de la petite entreprise à la multinationale, avec une approche marché qui est propre à chacun. Là encore, la valeur, c'est notre équipe commerciale. C'est eux qui sont en lien avec le client et qui ont la connaissance client. C'est eux qui sont les plus aptes à comprendre les leviers de décision, les enjeux de développement de nos clients. Et on doit avoir une vision claire de leurs priorités, mais pas seulement au niveau sales, aussi au niveau marketing, au niveau financier, au niveau achat, au niveau opérationnel. Et donc, il est impératif d'avoir un contact avec l'intégralité des potentiels décisionnaires ou on va dire influenceurs chez nos clients. Et on se doit de rencontrer et d'échanger avec toutes les parties prenantes. Ça nous permet en fait de construire ensuite des fiches d'orientation par entreprise et par service qu'on implémente dans notre CRM afin de définir les approches qu'on doit aborder ou sous quelle approche on doit amener l'action en fonction des sujets que vous avez pris en note donc. En fonction des sujets qu'on doit adresser avec tel ou tel service de l'entreprise. Et c'est quelque chose finalement, ces fiches d'orientation qu'on partage nous au niveau commercial dans notre CRM avec tous les services chez moi. C'est important que par exemple la comptabilité ait conscience des enjeux, des priorités financières de nos clients. Parce que ça peut aussi les aider dans la gestion d'un incident de paiement ou autre, à savoir comment appréhender le client. Vous avez quel CRM ? C'est un CRM maison qu'on a construit. C'est bien ce que je pensais, parce que du coup, la mise en forme de cette prise d'information-là, elle doit être entre guillemets uniformisée selon le client, mais aussi, il faut pouvoir avoir ses champs personnalisés en fonction. Exactement. Voilà. On a un outil qui est fait sur mesure. Et ça remonte tout de suite en haut, comme ça, en un coup d'œil. Exactement. On a de la remontée de fiches, que ce soit avec, pour la comptabilité, des informations plutôt financières, pour le commerce, toutes les informations relatives à la connaissance client, etc. Donc effectivement, c'est comme ça que nous, on arrive à déterminer finalement la carte de fonctionnement de nos clients. C'est vraiment travailler sur l'intégralité des contacts. Trop souvent, on se dit, je vais voir le directeur achat, je vais voir le directeur commercial, et puis on oublie finalement tous les leviers d'influence qui ont aussi une incidence forte dans la compréhension du client. Voir aussi des informations peut-être plus sur le marché, sur l'écosystème, etc. Mais je sais que tu me réserves des réponses pour nous donner un peu des éléments de culture. À la fin de ce podcast, je te poserai des questions sur tes références plus culturelles. Vous avez, tu l'as dit très bien, une offre qui est très large et qui représente donc beaucoup d'opportunités d'upsell et de cross-sell qui sont nécessaires pour assurer la croissance aussi impressionnante qu'est la vôtre. Est-ce que tu saurais résumer pour tous les directeurs commerciaux qui nous écoutent, on va essayer de donner encore plus de conseils pratiques, les quelques principes à essayer de garder en tête quand on veut vendre non seulement plus, mais surtout quand on veut vendre mieux. Alors ça n'engage que moi. Et pour la vente indirecte, je dirais que c'est évidemment connaître ses clients,
et le marché dans lequel on évolue. Tu parlais à l'instant de l'écosystème, principalement dans la vente indirecte. On est un rouage parmi un cycle de vente assez complexe. Il y a le constructeur, nous on est le distributeur, il y a l'intégrateur, il y a le client final. Il faut comprendre son écosystème. Si on reste ancré exclusivement sur son petit prisme, on loupe quelque chose et on n'a pas une appréhension globale du marché et du business. Et là, en intro, quand on parlait de ta plus belle vente, tu me disais que finalement, tu as réussi à les cross-sell plus les up-sell de manière assez impressionnante. Et c'est venu avec une simple question. Quels sont un peu vos enjeux du moment? C'est des questions de ce genre que tu encourages tes commerciaux à poser? C'est d'être ouvert. C'est d'être ouvert à l'écosystème, d'essayer de comprendre encore une fois quels vont être tous les leviers d'influence et puis surtout de laisser parler le client. De lui poser la question et de se mettre à sa place pour essayer de comprendre quelle est sa position, quels sont vraiment ses enjeux. Et à partir de là, trop souvent, on a tendance à venir... je te prends l'exemple de la préparation de l'entretien. La méthode veut qu'on définisse un objectif d'entretien. Le conseil que je donne à mes commerciaux, c'est de dire oui, préparez votre entretien, donnez-vous un objectif. Mais à un moment, gardez l'oreille ouverte, soyez pas uniquement focus sur votre objectif, parce que sinon vous allez perdre quelque chose, perdre une info, etc. Donc effectivement, connaître ses clients et le marché dans lequel on évolue, évidemment maîtriser son offre, son environnement, en connaître les forces et les faiblesses, parce que c'est là-dessus qu'on a la capacité de pouvoir mieux répondre aux objections, savoir sur quel point appuyer, savoir sur quel point minimiser l'objection, etc. Avoir de la méthode, mais là je crois que vous le rabâchez assez, il n'y a pas de mystère dans la vente. Le talent, on peut pas marcher qu'au talent. Ça s'improvise pas. Voilà. La vente, c'est de la méthode, c'est de la rigueur, c'est des process, c'est des outils. C'est une récurrence, donc de la méthode et de la méthode. Et ensuite, le talent fait qu'on surperforme quand on a la méthode. Mais on peut pas construire dans la durée si on n'y va qu'au talent. Et puis, être proactif et innovant, c'est ce que je disais tout à l'heure, amener du plus, amener quelque chose en plus à son client, etc. Et puis, ne pas avoir certitude. Pas s'endormir sur ses lauriers. On est dans des métiers qui évoluent. À partir du moment où on arrête de se remettre en question, de chercher à progresser, c'est là qu'on a déjà commencé à régresser. Parce que même si on est resté ISO, lui, le marché avance. Ça veut dire qu'on prend déjà du retard. C'est ce qu'on se disait en introduction, vous avez en plus un marché qui est encore plus en perpétuelle mutation que ce qu'on peut voir ailleurs. La qualité de service dont on parlait, elle passe aussi par votre présence sur le terrain. Toi, tu appelles ça la proximité terrain. Et c'est quelque chose dont on avait déjà abondamment discuté cette saison dans notre épisode avec Geodis. D'ailleurs, je vous donne une excuse sur le podcast. C'est l'un de mes épisodes préférés de cette saison. Geodis, c'est les leaders de la livraison. Ils sont donc experts à leur manière de l'interconnexion, eux aussi, finalement, d'une autre manière. Mais vous avez un peu le même paradoxe. Vous permettez à vos clients de communiquer à distance pour le vulgariser. Et vous êtes pourtant très présent sur le terrain. C'est pour ça que je dis que c'est un peu un paradoxe. Eux, ils appellent ça l'intimité client d'ailleurs. Oui. Et j'aimerais qu'on explore pourquoi et surtout comment est-ce que vous avez cette nécessité finalement, alors que l'une de vos plus-values, l'une des grandes forces de votre proposition de valeur, c'est d'être capable de connecter vos clients à distance. Alors effectivement, c'est paradoxal parce qu'on vend des solutions qui permettent de communiquer à distance au travers d'outils Teams, faire des visioconférences, etc. Et moi, au niveau de mes équipes commerciales, j'engage mes équipes à limiter au maximum les rendez-vous clients au travers de Teams ou du... Je disais tout à l'heure, 8 rendez-vous physiques par semaine, c'est quand même un jeu. Exactement. Alors, la partie visioconférence, oui, c'est très bien. Ça génère de l'efficacité pour des meetings où on doit traiter un point précis, un process, une résolution d'incident, etc. Mais ça atteint vite ses limites lorsqu'il s'agit de faire du commerce. Rien ne vaut le rendez-vous physique quand on fait du commerce. Pourquoi ? Parce que quand on fait un rendez-vous terrain, le rendez-vous il commence dès qu'on arrive sur le parking du client. On arrive, on voit déjà le bâtiment, on arrive à l'accueil, on voit ce qui se passe. Souvent d'ailleurs, les personnes à l'accueil sont des mines ultra fortes d'informations sur ce qui se passe dans la boîte. Oui. La question que je t'avais demandé, comment ça va et comment va telle entreprise. Exactement. Ouais. On voit comment la boîte est organisée. Est-ce que c'est le bazar ou pas ? Il y a souvent des cartons qui traînent. Ça permet d'aller voir effectivement des étiquettes. Par moment, il déménage ou où on voit où il y a des colis qui arrivent, on voit qui est concurrent sur tel type de solution, parce qu'en fait, quand on trace sur l'étiquette, il y a de l'information, donc on voit d'où ça vient. Est-ce que c'est Dell, est-ce que c'est Lenovo, exactement, et qui le vend ? Est-ce que c'est mon concurrent, etc. Donc on a déjà une première prise d'information. Ensuite, vient notre interlocuteur, et puis là, on voit sa démarche, on voit qui il est, comment il est habillé. On se conduit vers la salle de réunion, on voit ses interactions.
les regards avec les gens de l'entreprise. Ça nous permet aussi d'en apprendre un peu plus sur l'ambiance de la boîte. Est-ce que c'est piloté, est-ce qu'ils connaissent? Est-ce que ça se parle? Est-ce que c'est plutôt souriant? Est-ce que c'est plutôt austère? Enfin, on sent quelque chose avant même d'arriver dans la salle de réunion. Et puis après, évidemment, le b.a.-ba du rendez-vous physique qui permet de briser. On parlait d'intimité, c'est complètement ça. On peut faire passer des choses au travers d'un rendez-vous physique qu'on n'a pas lors d'un rendez-vous visio, où le sujet est très cadré, le temps est très limité sur un rendez-vous visio, ce qui n'est pas le cas sur un rendez-vous physique. Et quand on est chez le client, c'est aussi une chose que je demande à mes commerciaux en fin de rendez-vous, c'est systématiquement d'essayer de demander à voir quelqu'un d'autre, à être présenté à quelqu'un qui peut aussi être quelqu'un d'intéressant et d'utile dans le développement de la relation et du partenariat avec le client. Vous parlez de value selling brièvement tout à l'heure, un coach de votre offre finalement, quelqu'un qui puisse supporter derrière votre proposition de valeur. Voilà, ou quelqu'un qui va être intéressant à rencontrer pour aider au développement du business, etc. Et alors que quand on est dans le rendez-vous Teams, le rendez-vous s'arrête, ça y est, le créneau est fini. Voilà, là c'est l'idée... vous m'avez parlé de telle personne pendant l'entretien, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de pouvoir le rencontrer? Ou au moins de lui serrer la main? Et là, vous prenez déjà un prochain rendez-vous. Donc, c'est un gain de temps. Je passe maintenant à une autre question, c'est sur la formation perpétuelle de tes collaborateurs, sur la montée en compétences constante de vos équipes. En japonais, ça porte un nom qui vient d'être largement popularisé en France par un influenceur. Ce nom, c'est Kaizen. Je ne pensais pas le dire un jour sur cette émission. Et vous avez mis en place cette philosophie du progrès. C'est ce que ça signifie en japonais, donc, par la formation auprès de vos équipes depuis un certain temps. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors effectivement, on a intégré, nous, le précepte de Kaizen depuis plus de 15 ans maintenant chez Itensia, en fait, initialement plutôt au niveau des opérations. Parce que Kaizen, ça vient en fait du monde industriel, ça vient de chez Toyota. Du lean management. Voilà. Et c'est la notion d'amélioration continue. Je parlais aussi, entre guillemets, de la philosophie au sein du groupe, de la responsabilisation et de la prise d'initiative. Et le Kaizen, c'est un peu cette idée-là. C'est l'idée de se dire que quand on a un problème, on va pas attendre la solution miracle qui n'intervient souvent jamais. On va plutôt être proactif et proposer des solutions, même si elles ne résolvent que 60% du problème en question. C'est toujours un moyen d'avancer, l'amélioration continue. Et c'est quelque chose qu'on invite l'intégralité de nos collaborateurs à faire. Et ça, finalement, ça rejoint un petit peu ce processus de formation continue que nous, on met en œuvre chez Itensia auprès de nos collaborateurs et qui ont donc très régulièrement des sessions de formation, de certification de nos équipes pour vérifier qu'ils sont toujours à niveau sur nos offres, parce qu'on est dans un métier qui évolue, on intègre de nouvelles solutions, il y a des nouvelles versions, etc. Donc formation continue au niveau des technologies, mais aussi formation continue au niveau des méthodes de vente et des process, parce qu'encore une fois, on change notre go-to-market, on a des nouvelles typologies de clients aussi qui peuvent arriver suivant les solutions qu'on vend, et avec une approche de vente et des méthodes de vente qui peuvent être un peu adaptées. Donc on a créé des certifications internes, au-delà des certifications constructeurs que nous distribuons. Et on a mis aussi en place chez nous ce qu'on appelle des postes de superviseurs au niveau des équipes commerciales qui se chargent de s'assurer de la maîtrise continue de nos offres, de nos process auprès des populations commerciales. Et nos commerciaux, en fait, ils passent des certifications assez régulièrement, tous les trimestres ou tous les semestres, et doivent engager un minimum en termes de scoring pour pouvoir valider l'étape d'après. Et si ce n'est pas le cas, c'est partagé avec les managers et on engage un processus de reformation spécifique pour le collaborateur afin qu'il soit à niveau sur la maîtrise des outils, des offres et des process. Merci pour cette réponse encore une fois bien creusée sur tous vos process de formation. J'avais envie de revenir sur une formation qui est très importante de plus en plus et auquel on a donné un nom un peu anglais maintenant en France aussi. C'est l'onboarding. Selon toi, quelles sont les clés d'un onboarding réussi ? Alors chez moi, un onboarding réussi, c'est un collaborateur qui, au bout d'un mois, maîtrise notre pitch, est capable de pitcher l'entreprise, est capable de présenter au travers des supports qu'on a les différentes activités de l'entreprise, et surtout qui sait qui sont les interlocuteurs clés au sein de l'entreprise pour avancer et travailler sur son business. Donc il est déjà même au fait du tissu de ses futurs clients. Alors là, je parle plutôt des interlocuteurs clés chez Itensia, qui soient bien en mesure d'identifier toutes les personnes avec qui il va pouvoir collaborer et qui vont être ses partenaires dans les différents services pour l'aider dans sa mission commerciale. Il les rencontre pendant donc ce mois Julien, justement, ouais. T'as un petit agenda à nous donner ? La méthode d'onboarding chez nous, on a quand même une offre qui est assez complexe, pas mal de marques à défendre, 3 activités, donc c'est crucial. L'onboarding chez nous, il est crucial. Il faut savoir que je parlais de superviseurs tout à l'heure, qui travaillent dans la continuité au niveau des équipes commerciales pour s'assurer
de la maîtrise des process et des outils. Et bien là, pour la partie d'onboarding, on a un poste qui est un superviseur intégration. Donc on a quelqu'un qui est dédié chez nous à l'intégration des collaborateurs et qui va s'assurer pour tous les nouveaux entrants que tout se passe bien pour lui donner, préparer un agenda d'intégration, lui donner toutes les informations nécessaires et s'assurer que son intégration est bonne et que il y a un certain bien-être aussi pour le nouveau collaborateur dans l'entreprise. Donc l'onboarding chez nous, il se fait en 4 phases. D'accord ? La première, donc, c'est l'arrivée dans l'entreprise où pendant une semaine, ce nouveau collaborateur va aller dans l'ouest de la France, donc dans le Maine-et-Loire, pour aller faire un vie-ma-vie pendant une semaine auprès de tous les services de l'entreprise. Première semaine. Okay. La première semaine, on ne parle pas de méthode de vente, on ne parle pas d'offres commerciales. Il passe dans tous les services de la boîte pour faire un vie-ma-vie avec les différents services. Et il apprend à connaître les interlocuteurs de l'entreprise. Exactement. Et ça pendant une semaine. Il visite nos centres de production, il voit comment on fonctionne. Et en fait, il commence déjà à comprendre quelles sont les priorités des différents services chez nous. Je parlais tout à l'heure de l'importance en tant que commercial chez un client d'être en mesure de pouvoir connaître l'intégralité des leviers d'action chez son client aux différents services. C'est la même chez nous. Le commercial, il doit comprendre c'est quoi les priorités des achats, c'est quoi les priorités de la DV, comment il fonctionne, c'est quoi les priorités de la compta, etc. Et ça va être un facilitateur et un gain de temps aussi en termes d'efficacité pour la suite. Donc cette phase-là, elle dure une semaine, première phase. En fait, chaque phase a une semaine ? Non, la deuxième dure 15 jours. Désolé. La deuxième dure 15 jours. Donc là, c'est la phase, on va travailler sur la formation, la présentation des offres, les outils, les méthodes de vente, etc. On va faire beaucoup de double écoute. Donc qu'on soit commercial terrain ou sédentaire, on va au niveau du plateau commercial et pendant 15 jours, là, on est formé, académie. Et puis beaucoup de double écoute. Et puis on associe un tuteur commercial pour le coup là à la personne qui va être vraiment son mentor pendant toute sa phase d'intégration. Troisième phase, celle-ci elle dure une semaine aussi, où là on va sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va se mettre en condition opérationnelle sur des rendez-vous terrain avec un commercial terrain, qu'on soit sédentaire ou terrain. On va aller faire des rendez-vous clients. J'essaye même de faire en sorte parce que souvent ils tournent avec 2 ou 3 commerciaux différents parce que chacun a aussi sa façon de faire, sa méthode. Et il y a toujours des bons tips et des bons conseils à prendre. Ça patte. Voilà. Donc ça c'est la 3e semaine et ça permet aussi de mettre en pratique finalement avec un support tout ce qu'on a appris les 2 semaines précédentes pendant la phase de formation. Et puis la 4e phase, c'est la certification. Donc là, on arrive à 1 mois et où on va passer les certifications pour s'assurer qu'on est en maîtrise, entre guillemets, de toutes les offres, les pitchs, les solutions, etc. et qu'on est en mesure de pouvoir commencer à être autonome sur la mission commerciale. Et alors, c'est quoi cette épreuve du feu qui donne la certification ? C'est un test. Un test en interne ? C'est un test en interne, tout à fait. Et quel est le taux de succès ? Il est assez bon. On attend une note minimum de 85%. Sur ce test qui est un test où on met entre guillemets les gens en situation par rapport à un acte de vente, de réponse d'objection assez orienté évidemment, un test quiz avec des réponses à questions pour comprendre et s'assurer que les gens maîtrisent notre offre, notre histoire, ça pitcher l'entreprise parce qu'il n'y a rien de pire. On met beaucoup d'importance à ce que les commerciaux présentent l'entreprise tous de la même façon. Il y a trop de boîtes où vous allez voir 5 commerciaux différents, ils vous présentent la boîte de 5 manières différentes. Donc il y a 5 propositions de valeurs différentes. Exactement. C'est pas mal, ouais. On essaye d'uniformiser cela. Donc ça passe aussi par cette notion de certification. Uniformiser pas tout, mais ça c'est important. Pour répondre à ta question, on a un taux de succès sur la certification qui doit être de l'ordre de 90%. Ok, c'est très fort. Je voulais reparler un peu KPIs, tu les as évoqués tout à l'heure, les rendez-vous sur le terrain, la conversion de vos appels, le nombre d'appels sortants qui doivent être passés. Est-ce qu'il y a d'autres KPIs que tu regardes pour essayer de juger de l'efficacité de tes commerciaux ? C'est quelque chose qui revient beaucoup depuis à peu près 12-14 mois, le faire plus avec moins, essayer d'être encore plus impactant. Alors, un KPI que je regarde de plus en plus, parce que ça nous l'est imposé par les mutations de marché, c'est la vente de nouvelles offres. C'est-à-dire quel est le ratio de nouvelles offres dans le portfolio commercial. C'est-à-dire qu'on a des commerciaux qui, entre guillemets, sont dans la performance de manière globale sur leur objectif. Sur la régularité de ce qu'ils ont déjà mais qui sont pas dans l'anticipation. Ça veut dire qu'à un moment, si on est trop figé dans ce qu'on sait, un petit peu dans le confort, on commence pas à anticiper les mutations de marché et ce qui va amener demain. C'est-à-dire qu'on peut être successful pendant une certaine période et puis l'année d'après, finalement, la mutation de marché a eu lieu, on n'a pas préparé celle-ci
Et donc, on commence à s'écrouler d'un point de vue... Posé sur ses langues. Exactement, d'un point de vue résultat commercial. Donc, je suis beaucoup, en ce moment, et j'ai des indicateurs, et puis je mets aussi des boosters spécifiques sur certains leviers pour orienter l'action commerciale, afin de faire en sorte que les commerciaux, justement, vendent de la nouveauté. Je mets des boosters spécifiques parce que aller vendre de la nouveauté, on est nous sur un business où on est objectivé au mois le mois, on a son variable qui tombe chaque mois, donc le commercial pourrait avoir tendance à se dire mais là le temps que je vais passer à ça va arriver que dans 6 mois, en attendant je vais pas faire mon objectif sur le mois en cours. Donc j'ai aussi des notions de booster et d'accompagnement qui incitent les commerciaux à aller mener ce type de travail. Donc ça c'est quelque chose que je suis beaucoup. C'est ce que j'allais te demander, la rémunération variable, elle est très très synonyme des nouveaux enjeux stratégiques d'une entreprise. J'ai eu la chance de faire un webinaire avec une boîte qui compose des rémunérations variables pour les entreprises. C'est genre 30 mathématiciens. Oui. On a fait un webinaire de 1h30 sur la question de la rémunération variable et je me suis rendu compte, une nouvelle fois, à quel point ça pouvait être important en fait et à quel point ça pouvait être donc synonyme des enjeux stratégiques d'une entreprise. Et là, tu le disais, afin de justement aller chercher de la croissance sur de l'upsell, t'es obligé, enfin pas obligé, mais il faut mettre des boosters à ces sales pour les motiver à vendre de nouvelles offres. Le P-plan, c'est un levier essentiel de la performance commerciale et on doit l'adapter. On ne doit pas rester figé dans son organisation commerciale, on ne doit pas non plus rester figé dans ses P-plans. Il faut les faire évoluer. On parlait du CAPEX à l'OPEX, on ne va pas pouvoir rémunérer de la même façon entre une vente one-shot et une vente récurrente. Donc il faut adapter ses P-plans aussi en fonction de cela et en fonction des enjeux de l'entreprise. Magnifique. Et d'ailleurs, je parlais de ce webinaire, j'en profite, un petit message à nos auditeurs, je le partagerai en audio, il est disponible sur notre chaîne YouTube en replay actuellement, mais je vous le partagerai en audio si vous préférez, en mai, au moment un peu des ponts et où il y aura peut-être un petit saut d'épisode à ce moment-là. Je voulais revenir d'ailleurs encore une fois sur une question un petit peu de salaire. Tu m'avais dit que les commerciaux terrain, ils sont quand même un peu mieux payés. D'ailleurs, ils sont plus difficiles à trouver. On le sait, je suis un spécialiste du recrutement des commerciaux, mais pas que. On sait que les commerciaux terrain, c'est un peu plus difficile à trouver et ils sont donc mieux payés que les commerciaux sédentaires. Mais selon toi, il y a quoi d'autre comme raison qui fait que les commerciaux terrain sont un petit peu plus rares et un petit peu mieux rémunérés que les commerciaux sédentaires? Plus rare, pas sûr. Pas sûr, mais en tout cas, on a nous de plus en plus de mal effectivement à trouver ceux qui nous correspondent. Et le plus rare les commerciaux terrain parce qu'effectivement on fait de plus en plus de rendez-vous visio et j'ai dans mon écosystème des gens avec qui je discute et qui m'expliquent qu'ils ont du mal à mettre leurs commerciaux sur le terrain. Bien sûr. Moi aussi c'est un combat de tous les jours, hein. Je rabâche les métriques de rendez-vous, c'est vraiment des choses que je fais de manière systématique pour inciter mes équipes co à être sur le terrain. Chez Itensia en fait les profils et les missions, elles sont pas forcément les mêmes entre un commercial sédentaire et un commercial terrain, ce qui justifie la différence de salaire. Déjà par l'amplitude horaire au niveau du travail, la notion de déplacement. On a des commerciaux terrain qui vont partout en région et qui se déplacent, qui dorment à l'hôtel, qui découchent. C'est aussi des contraintes pour la vie personnelle. Et en termes de pilotage d'activité aussi, on attend des choses différentes de nos commerciaux terrain. Ils sont que sur du proactif. Ils génèrent pas d'entrants. Toute leur démarche est amenée sur de la proactivité, du push, de la prise de rendez-vous, de la prospection. Ça veut pas dire que nos commerciaux sédentaires ont moins d'importance que nos commerciaux terrain. Le service commercial sédentaire chez moi, c'est un centre névralgique. C'est vraiment une petite fourmilière qui est essentielle pour le fonctionnement de l'entreprise. C'est une pierre angulaire de mon organisation. Mais les commerciaux terrain chez moi doivent avoir des capacités plus fortes, je veux dire, d'un point de vue commercial, être plus éprouvés d'un point de vue commercial, une plus forte autonomie et aussi une vision stratégique. C'est vraiment eux, dans le binôme, qui vont avoir le lead sur le business plan, insuffler la dynamique commerciale, etc. et qui vont être aussi les moteurs, entre guillemets, de la stratégie et du développement commercial dans l'équipe. Autant de raisons qui expliquent parfaitement ce que je te demandais, je te remercie. On va passer au temps 3 de notre podcast, c'est un peu mes questions de fin. Comment est-ce que tu définirais l'importance de la technologie pour ta force de vente? On a parlé un petit peu CRM, on a parlé aussi de double écoute, donc j'ai un peu envie de creuser ça. C'est quoi les outils qui sont indispensables pour vous? Alors, on est une boîte de vente de solutions techno, mais finalement on est assez basique, nous, sur le sujet des outils qu'on utilise. En tant qu'entreprise, on favorise des outils simples, nous, mais avec un très fort taux d'adoption. Donc c'est un bon CRM, bien sûr, simple et ergonomique. Faire en interne. Exactement. Des métriques claires, avec des outils qui permettent notamment pour les managers de manière très simple de visualiser les métriques et pouvoir faire des liens et des tendances.
Que vous développez en interne aussi? Alors là, non, les métriques, on va sur des solutions de Power BI, etc., qui nous permettent de, vous êtes à travers notre ERP, super Microsoft aussi. Tout à fait, de générer la donnée, des outils d'analytics aussi faciles d'usage avec des rapports prédéfinis qu'on a construits et qu'on push de manière systématique aux équipes commerciales et aux managers. Et puis effectivement un outil de communication, parce qu'on est quand même une boîte qui vend des solutions de communiquer, assez éprouvé pour la relation client, l'accueil client, avec des notions de remontée de fiches comme on en a parlé tout à l'heure, avec un SVI. Ok. Voilà, on a un SVI spécifique. Et ça vous permet de faire la double écoute aussi? Tout à fait. Okay. C'est notre outil aussi qui nous permet de faire de la double écoute et où effectivement on parlait tout à l'heure de la formation des collaborateurs. Chaque semaine, il y a des après-midi de double écoute qui sont faites pour accompagner les commerciaux sédentaires dans leur approche commerciale. Mais entre guillemets, des outils simples, efficaces et adoptés. Et interconnectés, j'imagine aussi. Et interconnectés entre les différents services de l'entreprise et outils tiers qu'on peut utiliser. Mais il n'y a rien de pire en fait qu'un outil informatique ultra complexe comme un CRM. Je reparle encore une fois des échanges que je peux avoir avec mon écosystème, mais j'échange avec d'autres directeurs commerciaux qui ont des CRM et qui me disent mais c'est l'enfer en fait. On dépense des milliers d'euros et des centaines de milliers d'euros chaque année et mes commerciaux ne le remplissent pas parce qu'ils ne le comprennent pas. Donc rien de pire qu'une solution technologique qui n'est pas adoptée. Donc nous on est plutôt dans l'effet inverse, voilà, du simple, de l'efficace et de l'adopter. Et je voulais creuser un tout petit peu la chose sur la formation peut-être hors ligne et digitale. Où est-ce que vous mettez à disposition toutes les ressources nécessaires pour que vos commerciaux aient une connaissance parfaite de l'étendue des produits que vous avez? Alors on a ça en interne au travers d'une interface web où on a tout un FAQ et une banque de données sur laquelle on intègre l'intégralité, enfin on implémente l'intégralité de nos supports commerciaux, des enregistrements qu'on a pu faire et des webinars qu'on a pu faire sur lesquels les commerciaux peuvent s'appuyer pour des rediffusions, etc. Et donc on a une bibliothèque interne qui a tout le savoir et dynamique qui permet aux commerciaux d'aller chercher l'information là où pas qu'un book de vente, tout ça. Oui, bien sûr. J'en étais sûr. On a également ça chez Up2 et c'est bien normal. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces 2-3 dernières années et qui vous a fait gagner en efficacité ou en temps? Et je vais creuser encore plus ma question. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle, notamment, évidemment, c'est la question à la mode de ce podcast, l'intelligence artificielle générative comme ChatGPT? Alors, je vais répondre en 2 temps. Qu'est-ce qu'on a automatisé? On est déjà un peu sur le lien de l'IA. On a implémenté un outil de transcription audio pour formaliser de manière automatique les comptes rendus de réunion et les comptes rendus de rendez-vous. Donc on fait beaucoup de réunions Teams malgré tout, même si je veux du rendez-vous terrain, on a beaucoup de réunions Teams en interne, aussi parfois avec nos clients, notamment aussi mes commerciaux sédentaires. Et puis il s'appelle comment cet outil? Meeting Insight. Okay. Et donc, mais je sais que vous travaillez avec un outil autre. Je vais dire Mojo. Avec Mojo, effectivement. Libre concurrence. Voilà. Oui, on peut le faire. Mais Mojo. Nous, Meeting Insight, parce que c'est distribué par un de nos partenaires, et donc il nous permet de faire de la transcription écrite, et donc de générer plus facilement les comptes rendus de réunion, de rendez-vous pour les implémenter dans le CRM. C'est quand même un gain de temps assez appréciable pour nous. Trouver les points principaux de la discussion, qui parle le plus, etc. Tout à fait. C'est quelque chose que j'utilise également sur le podcast pour donner d'un coup d'œil une vue sur ce qu'on s'est dit. Comme ça, on n'a pas besoin forcément d'écouter 1 heure d'épisode. Donc ça, des outils surtout pour automatiser les pricing clients et la gestion de la politique commerciale. On a 3 activités, on distribue 70 marques, donc autant de tarifs. Donc on a travaillé aussi encore une fois sur un pricing interne, un deviseur interne qui nous permet de pouvoir facilement générer toutes les propositions commerciales avec toute la gestion des tarifs, etc., qui est quand même un travail assez important pour nous, parce qu'il y a des revues de tarifs sur les 70 marques quotidiennement. Voilà. Dernier outil, un store web, pardon, excuse-moi pour l'idée. Un store web donc, qui a fait peau neuve l'année dernière et qui qui est déjà devenu le premier commercial du groupe, et notamment pour la gestion du run rate. Okay. Voilà, on incite nos clients à aller de plus en plus vers le store web sur leurs petites demandes entrantes, pas forcément complexes, pour que du coup nos commerciaux, qu'ils soient sédentaires, principalement les commerciaux sédentaires, eux, soient plutôt sur de la gestion de proactivité, de deals un peu plus complexes, etc. Et donc ce store web est super important pour nous, même si c'est pas un store web B2C, il doit se dresser exclusivement, donc on se log avec un mot de passe personnel, etc. C'est de plus en plus courant, je trouve. Mais c'est un outil
ultra important pour nous, pour nous permettre de développer notre efficacité commerciale et notre productivité. C'était vraiment lié à cette question d'automatisation, effectivement. Exactement. Pour du coup répondre à ta question concernant ChatGPT, écoute, et l'IA générative, on l'utilise peu aujourd'hui. Est-ce que toi tu l'utilises parfois au quotidien ? Ça m'arrive, mais pas assez. Pour le coup, accélérer un mail. Je suis un peu vieux jeu là-dessus et je pense que je vais avoir besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour adopter cette nouvelle façon de fonctionner. Effectivement, je suis encore à écrire mes textes par moi-même et pas forcément faire appel à ChatGPT. Mais c'est un sujet sur lequel on commence à se sensibiliser. On a d'ailleurs été, il y a un mois de cela, en formation de sensibilisation et de présentation sur l'IA générative avec tout le CODIR, donc il y a un mois. L'utilisation de ChatGPT a fait plutôt office de démarche personnelle à date. Mon service marketing l'utilise beaucoup. Ils sont aussi un peu plus jeunes. Et notamment pour toute la créa de com, etc. Mais il est évident que voilà, ça va devenir un sujet central dans les mois et les années à venir pour nous en tant qu'entreprise et notamment pour développer notre productivité, que ce soit commercial, mais surtout aussi au niveau de l'accueil client, voilà, avec de l'omnicanal, etc. Et puis aussi sur la partie industrielle au niveau des process et des outils. Ouais, donc tu vois d'autres entreprises se pencher dessus. Nous, on est très penchés dessus, on développe ça en interne, que ce soit au marketing ou un petit peu aussi pour les ventes, mais c'est vrai que le marketing fait partie des premières équipes à se pencher dessus. Tout à fait. Quand on est commercial, selon toi, c'est quoi la meilleure manière de gagner du temps ? C'est de ne pas hésiter à en perdre, en prenant le temps de prendre de la hauteur pour comprendre son environnement, analyser sa zone, mettre à jour sa base de clients et son CRM et travailler son business plan. Souvent, on a l'impression que gérer de l'administratif, passer du temps à faire de l'analytique, c'est de la perte de temps. Mais en fait, non, c'est un gain de temps. Et ça permet de pouvoir être plus efficace, plus performant. Donc si je dois donner un conseil pour gagner du temps, c'est au départ ne pas hésiter à en perdre pour faire de l'analyse, pour préparer, pour anticiper. Et puis aussi prendre le temps de lire la presse, de s'informer sur les tendances, etc. parce que c'est là qu'on fait la différence. Donc mon premier conseil, ça serait gérer votre administratif, passer du temps à préparer votre business plan, votre feuille de route, et ne partez pas tête baissée dans l'action. Vraiment investir du temps aujourd'hui pour en gagner demain. Exactement. Parfait. Je passe à mes 3 dernières questions. C'est vraiment mes petites questions régulières de fin d'épisode. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Alors c'est un conseil managérial qui m'a été donné par mon patron, qui est donc Yann Pinault, le fondateur de la boîte, et qui m'a dit un jour, Mathieu, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Et donc c'est la capacité à agir et prendre des décisions. Parce que trop souvent, notamment en tant que manager, ce soit sur la stratégie commerciale ou parfois des décisions entre guillemets de management à prendre, eh bien on agit souvent trop tard face à certaines situations par peur du changement et par peur du vide. Et donc on a tendance à se protéger un peu. Donc c'est plutôt ce conseil de me dire quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, agis. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans la banque aussi. Quand j'étais commercial là-dedans, on disait souvent ça pour essayer de aussi évidemment gagner du temps. Autre conseil, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire au commercial que tu étais quand tu as commencé dans la vente ? Je veux pas non plus en faire trop, mais c'était il y a déjà un peu plus de 20 ans. Donc, est-ce que tu me le rappeler ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais t'envoyer dans le temps J'aimerais me dire, garde ton envie, va au-delà de ce qu'on te demande, surtout. Garde ton envie et va au-delà de ce qu'on te demande, reste fidèle à tes engagements. Tu vas évoluer dans un marché qui est un petit microcosme, où beaucoup de monde se connaissent. Donc sois honnête. Sois fiable, c'est super important. Et je suis content de me dire aujourd'hui que j'ai pas à changer de trottoir quand je marche et que je croise quelqu'un de mon écosystème dans la rue. Et ça, c'est super important pour la pérennité. Sois honnête, sois fiable, et puis garde la niaque, même dans la difficulté. C'est ce que tu disais sur les meilleurs potentiels au début. Il faut garder cette curiosité pour faire toujours un petit peu plus, quoi. Exceed expectations. Oh là là, c'est moi qui me serais permis de faire un anglicisme pour terminer ce podcast. Dernière question. Est-ce que tu as des références culturelles comme des livres ou même des œuvres audiovisuelles à recommander aux directeurs commerciaux qui nous écoutent ? Bon, je vais pas parler de vos livres de méthodes de vente, etc. qui sont très bien faits. Mais merci beaucoup. Voilà. Mais j'ai 3 exemples, 2 livres, un film. Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui doit être souvent cité certainement. Très bien, c'est la 3e fois, mais je... Voilà, mais c'est vraiment en termes de management et de formation un super bouquin. Un bouquin que je viens de lire dernièrement qui s'appelle Good to Great de Jim Collins. Je ne sais pas si tu connais. C'est un livre qui explique comment les entreprises passent du bien au super et ce qu'il est important de mettre en œuvre pour aller d'une boîte qui fait de la croissance à une boîte qui fait de l'hyper-croissance. Okay. Voilà. Et puis, en termes de film, un classique, on va dire Le Loup de Wall Street,
parce qu'il y a une dynamique, une énergie commerciale sur le plateau qui est extraordinaire. C'est peut-être un peu plus du one shot, mais exactement. Au moins, ça motive. Mais voilà, c'est super grisant et je trouve que ça, entre guillemets, ça résume bien un petit peu, voilà, les émotions que peuvent provoquer la vente dans certains cas, parce que c'est un métier génial et super vivant. Parfait. Merci Mathieu pour l'exhaustivité, mais aussi à quel point tu as pu articuler tes réponses pendant cet épisode. Ça, tu as touché au but à chaque fois et tu as parfaitement résumé les meilleures pratiques. J'espère que nos auditeurs en tireront autant de leçons que moi. Donc merci à toi. Merci pour les tiennes et à très bientôt. Bah oui, j'espère. Et je dis aussi à très bientôt à nos auditeurs. Je vous retrouve dans 2 semaines donc. Et bien sûr, en attendant, vive la vente. Au revoir. Au revoir.